Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 5 mars. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. 32 équipes en lice pour concevoir le meilleur prototype. La rencontre régionale des trophées de robotique se tenait samedi dernier à Montigny-le-Bretonneux. Des matchs entre robots autour de défis à relever, notamment alimenter une ville en eau potable. 4 groupes de jeunes des Yvelines ont participé à l'événement. Ce jeudi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, plusieurs villes de Saint-Quentin en Yvelines se mobilisent. À Magny-les-Hameaux, une semaine Femmes du Monde se déroule jusqu'à dimanche. Et à Guyancourt, le temps des femmes se tient en ce moment. Pour en parler en plateau, Bénédicte Allier-Cohen, adjointe au maire donc en charge de la culture et du patrimoine. Et puis c'est en ce moment le début du printemps des poètes, une 20e édition qui se tient jusqu'au 18 mars. Une vingtaine de dates placées sous le signe des ardeurs. Le rendez-vous a été lancé samedi pendant le marché de Morpas. Reportage à suivre. Invité de ce journal également, l'école 3IS à Élancourt. 60 de ses étudiants étaient vendredi à la 43e cérémonie des Césars pour réaliser des interviews des lauréats. On en parle tout à l'heure dans le journal. Avant de développer ses titres, elle a rouvert au public samedi dernier. La communauté Emmaüs a repris ses activités à Trappes après 1 an et demi d'arrêt. Les locaux qui n'étaient plus adaptés ont eu le droit à un rafraîchissement. Des travaux pour rendre les lieux plus fonctionnels avec notamment un espace de vente que vous voyez sur ces images. Emmaüs récupère vos objets, les remet en état si nécessaire et les revend à des prix bas. 5 compagnons font partie de la communauté. Explication au micro de Nicolas Dandry. La première des choses à Emmaüs, c'est qu'on lutte contre toutes les causes d'inégalité et d'exclusion. Voilà, d'une manière générale, qu'on accueille aussi des personnes sans abri, en rupture avec notre société et que ces personnes qu'on appelle compagnons d'Emmaüs retrouvent ici une dignité grâce à un travail qui leur est fourni. C'est ça qui est important et ce travail se fait à partir d'objets de seconde main que les gens viennent nous donner. Ces objets sont retravaillés, revalorisés pour ensuite être revendus et ce qui fait fonctionner l'ensemble de la structure sans subvention. Tout peut être donné à Emmaüs à condition que les objets soient en bon état. La réception des dons se fait du mardi au samedi. L'espace de vente est lui ouvert les mercredis et samedis. Plus d'informations sur le site d'Emmaüs Trappes qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous le disais dans les titres, ce week-end à Montigny-le-Bretonneux se tenait la rencontre Île-de-France des trophées de robotique. 3e fois consécutive qu'elle se tenait à la ferme du Manet. 34 équipes de la région se sont affrontées dans des matchs avec leurs robots. Objectif, la qualification pour la finale nationale. Reportage de Nicolas Dandry. Ils ont conservé leur titre acquis en 2017. Les destroyers du collège Louis-Armand de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne ont remporté les finales Île-de-France des trophées de robotique. Une victoire acquise au milieu de la ville du futur. Les robots doivent réunir des cubes de construction écologique, libérer l'eau potable, amener l'eau usée dans la station d'épuration. Différentes tâches qui rapportent des points. Déjà, c'est innover avec l'équipe, chercher des solutions pour réaliser les tâches qui nous sont demandées. Après, les modéliser, les fabriquer, tout le procédé pour faire le robot. Et après, élaborer une stratégie pour essayer de faire le maximum de points en un minimum de temps. 34 équipes d'Île-de-France, des jeunes âgés de 7 à 18 ans. Des maisons de quartier et des établissements scolaires participent à ce projet pédagogique. Ils ont eu 6 mois pour construire un robot à partir d'un cahier des charges. Alors c'est intéressant pour ces jeunes parce que ils se servent de leurs mains, ils mènent un projet de A à Z, puisque en septembre ils n'avaient rien et maintenant ils ont des robots totalement fonctionnels et ça leur permet aussi de travailler en équipe. Une autre équipe a conservé son titre. Les Montigny Eco-City ont remporté le prix Éco-Citoyenneté pour leur maquette sur la ville écologique. Une installation composée d'une serre, d'une voiture électrique et de 2 éoliennes. Les villes du futur plutôt, plus écologiques avec moins d'émissions de CO2. Ça se développe de plus en plus, les villes économiques et les voitures aussi sans pollution. On voit de plus en plus de voitures hybrides, électriques. Ils étaient super engagés, le projet leur a parlé très rapidement. On est très rapidement parti sur un projet un peu style écolo parce que c'est ce qui est ressorti un petit peu des cahiers des charges. Et on a tous pris ensemble l'idée de faire une maquette pour pouvoir habiller notre stand. La finale nationale des trophées de robotique aura lieu le 7 et 8 avril prochain à Saint-Quentin dans le département de l'Aisne.
Politique, le député MoDem de la 2e circonscription des Yvelines, Jean-Noël Barrot, conviait la presse ce lundi matin. Point d'actualité à sa permanence à Versailles. Il a été question du logement. L'élu demande plus de souplesse pour la loi SRU qui contraint les communes à disposer de 25% de logements sociaux d'ici 2025. Le parlementaire a également exprimé ses regrets quant aux dernières annonces sur la ligne 18, une arrivée retardée à 2027 sur le plateau de Saclay et la liaison avec Versailles en 2030. Propos recueillis par Wilfried Richy et Patrick Jacques de Dixmude. On aurait voulu que le calendrier accéléré pour les JO soit tenu, mais à la fois on est soulagé de voir que la promesse reste tenue, c'est-à-dire qu'on revient sur le calendrier initial avec une arrivée à Versailles en 2030. Il faudra être bien vigilant que cela soit bien le cas. Le souci et l'attention doit être portée à la période intermédiaire, à la période transitoire, pendant laquelle il faut que nous puissions apporter des solutions, notamment grâce au transport en site propre, et puis grâce à peut-être d'autres modes de transport qui viendront en complément résoudre les problèmes de circulation sur cet axe. Rappelez-vous, les inondations ont frappé les Yvelines en ce début d'année. Et après le début de la décrue, l'heure est au nettoyage. La Seine a laissé derrière elle de nombreux déchets et bactéries dangereuses pour la santé. L'assainissement peut s'avérer dangereux. Une société spécialisée créée par d'anciens pompiers et policiers investit en ce moment en Ile-de-France. Elle intervient en ce moment en Ile-de-France, comme à Villaines-sur-Seine dans les Yvelines. Un sujet de Margot Dulon pour Via Grand Paris. Pour accéder à ces habitations isolées du monde, il faut traverser la Seine en bateau. Sur cette île, une centaine de pavillons ont été touchés par la crue il y a 2 semaines. Baptiste Girardet, dirigeant de la société, intervient avec son équipe dans ce chalet où 15 cm d'eau s'était infiltrée. Masque au visage, combinaison étanche, dans cette maison, c'est mission décontamination. Donc nous procédons au retrait de la source. Donc on retire le revêtement au sol. Et ensuite, le revêtement qui est sous le sol, qui est un OSB, et là un parquet qui est massif, qui est collé, qui emprisonne en fait tout un tas de facteurs et d'éléments et d'agents pathogènes qui sont indésirables pour la santé. La Seine, en se retirant, a laissé de nombreuses bactéries nocives pour la santé, pouvant provoquer des diarrhées, des nausées et de violents spasmes. Une fois le sol retiré, un puissant produit est appliqué pour tuer toute trace de bactéries. C'est une surface qui est habitable, un environnement qui est habitable. Eh bien, nous allons, avec une deuxième méthodologie, appliquer un bactéricide et un virucide de manière à rendre les lieux complètement sains. Sabine a fait appel à cette entreprise spécialisée dans le nettoyage après sinistre. Elle ne regrette pas la venue de ces professionnels. J'aurais pas pu le faire, toute seule, quoi. Travaillant, ayant une gamine à m'occuper, j'aurais pas pu, physiquement et moralement, j'aurais pas pu tout gérer toute seule. Donc je suis bien contente qu'il soit là. Ils me détruisent ma maison, mais c'est pas grave. Hein. Au total, la crue lui aura coûté environ 12 000 €. L'intégralité devrait être prise en charge par l'assurance. Sabine sera de retour chez elle d'ici 1 mois. Ce jeudi 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, un moment de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes. C'est aussi l'occasion de commémorer les luttes des femmes d'hier et d'aujourd'hui à travers le monde. À Saint-Quentin, en Yvelines, plusieurs communes se mobilisent pour le rendez-vous. C'est le cas à Guyancourt. Pour en parler avec moi, une invitée m'a rejoint en plateau, c'est Bénédicte Licoïne. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci à vous d'être venue. Alors vous êtes adjointe au maire de Guyancourt en charge de la culture et du patrimoine. La ville de Guyancourt qui organise une grande partie du mois de mars, la 8e édition du Temps des femmes. C'est jusqu'au 24 mars. Alors certaines villes consacrent une journée à l'événement, d'autres une semaine. Pourquoi à Guyancourt on a décidé de consacrer quasiment 1 mois à cet événement? En effet, le droit des femmes, ce n'est pas une question d'une journée. Et pour nous, c'est important de mettre en lumière pendant un bon mois. Mais c'est un travail quotidien de tous les services. Et ce Temps des femmes à Guyancourt est surtout une transversalité de tous les services en direction des habitants. Ça, c'est important de le préciser parce que nombreux ateliers sont en direction des habitants. D'accord. Et puis, la diversité. Donc voilà, bien sûr, c'est une vraie préoccupation quotidienne. Mais pour en revenir sur notre Temps des femmes, cette année, peut-être en rapport avec le sport, notre thématique est tout corps et mouvement, c'est ça? Corps et mouvement, femmes, corps et mouvement. D'accord. En effet, c'était important de décliner autour du corps
de la santé, bien sûr, du sport, bien sûr, mais aussi réappropriation de son propre corps. Bien sûr, on peut parler aussi des violences et du bien-être, bien sûr, pour avoir une diversité dans tous les secteurs. Le but de cet événement, si on précise les objectifs, c'est de rappeler encore une fois que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est toujours un enjeu de société. Tout à fait. C'est un enjeu de société. C'est notre rôle d'élu aussi d'en parler, d'entendre ce qui se passe et en effet d'avoir des actions aussi en direction de tous les habitants. C'est ce qu'on fait. Mais aussi, il ne faut pas oublier la jeunesse et avoir peut-être un apprentissage de certaines notions de vivre ensemble aujourd'hui. Justement, l'événement a démarré samedi dernier avec un spectacle qui s'appelle La Rage des petites sirènes, un spectacle de marionnettes qui était proposé aux enfants dès 6 ans. Là, on le voit, sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge, en faire des adultes responsables aussi. Et bien sûr aussi en direction des parents, parce que l'idée c'est aussi de mobiliser les parents. Donc l'école des parents est très partenaire dans ce moment-là aussi. Mais je pense aussi à la jeunesse, parce qu'il va y avoir beaucoup de réappropriation sur le corps. Expliquer que le corps est la culte du corps. Donc il y aura une belle conférence, toujours en relation avec le service de jeunesse. Et bien sûr, parler aussi de ce qui se passe dans la programmation culturelle, faire venir les coquettes. Cette année, à Bel-et-Bas, on fait venir les coquettes. C'est ça, c'est un spectacle d'humour. On peut faire de l'humour sur un sujet aussi important, l'égalité homme-femme. Tout à fait. Et puis faire connaître aussi que dans la culture, je pense à la batterie, de faire venir des femmes qui jouent, des femmes célèbres de tout pays déjà. Voilà, donc il y aura une belle programmation. Il y a une grande diversité sur la programmation. Il y a de la musique, de la danse, du sport également. C'est varié. Voilà, c'est varié. Et l'objectif, c'est vraiment de faire discuter les gens, d'échanger, de vivre ensemble. C'est la base de notre direction en direction des habitants. Donc c'est la base de la société, quoi. Voilà. Alors j'imagine que c'est difficile de choisir là d'ici le 24 mars les 2-3 grands temps forts, on va dire, à suivre à Guyancourt sur ce temps des femmes. Portez-vous bien les filles, même si c'est avec les filles, c'est ouvert à tous. Ça, c'est important qu'on dise que nos temps des femmes, c'est vraiment de l'échange. Bien sûr, la thématique, c'est la femme, mais c'est ouvert aux hommes aussi. Et donc, portez-vous bien les filles, ça permet de découvrir des tas d'activités sportives. Ça, c'est le dimanche 11. D'accord. Je reviens aussi sur l'école des parents, parce qu'il y a des belles thématiques cette année. Et puis, et donc avec une thématique sur la jeunesse. Bien sûr, tous les ateliers qui ont lieu dans les maisons de quartier, nos services culturels, puisque je suis à la culture. Voilà, c'est vraiment une problématique qui est intéressante toute l'année. Et voilà, je pense que c'est important dans les contextes actuels de. Oui, c'est un enjeu important pour la ville de Guyancourt. Oui, toujours, c'est quotidien et c'est important d'avoir cette parité. On l'a déjà à la culture, puisque Bel-et-Bas nous fait déjà une programmation en parité. D'accord. La parité est importante aussi sur les services municipaux, parce que à Guyancourt, on a des directeurs. 10 sur 17, ainsi que des chefs de service, 55%. Donc c'est intéressant de savoir que il faut le vivre. Voilà. Et toute cette programmation du temps des femmes, on peut bien sûr la retrouver sur le site internet de Guyancourt qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Bénédicte Alikoïne d'avoir été avec nous. Merci. Adjointe au maire de Guyancourt en charge de la culture et du patrimoine. À Magny-les-Hameaux aussi, on se mobilise pour défendre les droits des femmes. Une semaine spéciale Femmes du Monde vient de débuter. Et aujourd'hui, un concours cuisine a vu s'opposer dans la bonne humeur femmes et hommes. Alors, qui s'en sort le mieux? La réponse avec ce reportage de Nicolas Kirillovitz. Petite émincée de poireaux. On va laisser cuire ça comme il faut. Au menu du jour, un feuilleté de saumon sur son lit de fondu de poireaux. Je remets pas de poivre parce que tes poireaux ils sont un peu hardes. D'accord. Voilà. La recette est appétissante et les chefs à l'écoute des conseils. L'enjeu est de taille. Qui des hommes ou des femmes seront les meilleurs cuisiniers? Si le concours est sérieux, la bonne humeur est de mise pour cette activité initiée par le centre social de Magny-les-Hameaux. Objectif principal, cuire les idées reçues. On est capable de faire tous la même chose. Le problème, c'est que la société nous a mis dans des cases et qu'effectivement, les hommes sont très rarement à la cuisine. Par contre, ils bricolent peut-être un peu mieux que les femmes, mais ça change. Il y a des ateliers bricolage pour les femmes, il y a des ateliers cuisine pour les hommes. On est en train de niveler.
Entrée, plats et desserts, 2 équipes de 5 personnes se sont affrontées le temps d'une matinée. À l'heure du repas, un jury avait la lourde tâche de départager femmes et hommes. De la soupe au potiron, là, je l'ai trouvé super. L'idée de mélanger avec de l'anis là, me semble très bien. Il y a un peu trop c'est un peu trop relevé, je pense, pour moi. Mais sinon... Atelier culinaire, débat, exposition, la semaine dédiée aux femmes du monde prévoit une série d'animations jusqu'au 11 mars. Toute cette semaine est faite pour la convivialité, le vivre ensemble et le fait de se sentir bien les uns avec les autres. Pour l'histoire, ce sont les femmes qui ont remporté le concours de cuisine. C'était l'événement sportif du week-end dans les Yvelines. La 76e édition du Paris-Nice a été lancée hier dimanche depuis l'île des impressionnistes de Chatou. Les supporters ont répondu présent pour encourager les 154 coureurs malgré des conditions climatiques difficiles. Michael Emidoro et Nicolas Dandry. Ni le froid, ni le vent, ni la pluie n'ont découragé les aficionados du Paris-Nice. Ils étaient plus d'une centaine de supporters à avoir fait le déplacement pour approcher les 154 coureurs sur l'île des impressionnistes de Chatou pour le départ de cette 76e édition. Il fallait être motivé déjà pour être sous la pluie, pour aller voir les coureurs, mais dans tous les cas, les voir en vrai, voir toute l'organisation, le staff autour. Ouais, nous on a fait beaucoup de vélo en fait, et du coup on est fans quoi. Bah, c'est un peu la fête du vélo, moi je fais du vélo pour le plaisir, donc puis c'est l'occasion pour les enfants aussi de voir tout l'équipement, puis c'est un peu la fête quoi, donc c'est sympa, même si c'est vrai que les conditions météo sont pas sympas. Un enthousiasme du public qui ne décline pas depuis la signature de la convention Yvelines Paris-Nice en 2010. Ce succès ne surprend pas l'organisation. C'est un département qui est juste à côté de Paris. Paris est là et en même temps c'est la forêt, c'est la campagne. Bref, il y a tout pour pouvoir faire du vélo. Le vélo des champions comme la bicyclette en famille tranquillement avec les amis. Sur le vélo, cette année, le chouchou, c'est lui, Julien Alaphilippe. Pour son 3e Paris-Nice, le coureur français de 25 ans a pu voir sa cote de popularité grandir auprès du grand public. Oh, merci beaucoup. Attends, celui-là. Merci beaucoup. Pas de problème. Allez Julien, bonne chance. Ça fait plaisir, ouais. On est prêt pour la première étape, on va donner le maximum. C'est un coureur qu'on aime, on aime la façon dont il court, son panache, sa façon de voir la course. Ouais, qu'il aille toujours au bout de lui-même, qu'il essaye toujours d'attaquer, de gagner et de... Voilà, c'est un coureur qui va gagner des grandes courses cette année, c'est sûr. Julien Alaphilippe pourra continuer à conquérir le cœur du public yvelinois dans les prochaines années. Le partenariat entre les organisateurs du Paris-Nice et les Yvelines s'étend jusqu'en 2021. La consécration pour 2 films, 120 battements par minute de Romain Campillo, sacré à 6 reprises. Le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel qui récolte lui 5 récompenses. La 43e cérémonie des Césars se tenait vendredi dernier à la salle Pleyel à Paris. La crème du cinéma français était bien sûr présente, mais aussi des étudiants de l'école 3IS, l'Institut de l'image et du son, implanté notamment à Elancourt. Pour en parler avec moi en plateau, 3 invités. Stéphane Lamy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur pédagogique adjoint de 3IS. Vous êtes venu avec 2 de vos étudiantes. On a Manon Dubois, bonsoir. Bonsoir. Et Émilie Fortin, bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez participé ce vendredi à cette cérémonie des Césars. On va démarrer l'entretien avec vous. Comment vous avez vécu ce moment, Manon, peut-être pour commencer? C'était vraiment très très sympa. C'est quand même étonnant de pouvoir faire ça. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont des partenariats comme ça. Donc oui, non, c'était vraiment agréable. Émilie, vous l'avez vécu comment, cette cérémonie? C'était une chance de pouvoir accéder à cette cérémonie. Et puis c'est formateur aussi. On arrive quand même sur une cérémonie qui est assez connue, donc c'est quand même agréable de pouvoir travailler dessus, quoi. Est-ce que c'était un rêve pour toutes les deux, vous qui êtes étudiante dans cette école d'audiovisuel, d'image, de son, voilà, de faire une cérémonie aussi renommée qui est celle des Césars, c'était un rêve? En tout cas, pour moi, oui, parce que j'ai toujours suivi les Césars à la télé avec ma famille et me dire, là, tu travailles pour eux, c'était très, très sympa. Alors, Stéphane Lamy, c'était un partenariat institutionnel qui est mis en place depuis 2009 avec l'Académie des Césars. Vous envoyez chaque année des étudiants sur l'événement. Comment ce partenariat est-il rendu possible? Alors, au départ, depuis 8 ans, on accueillait au départ simplement des masterclass, avec des lauréats,
D'accord. Et puis petit à petit, on est monté en puissance de manière à couvrir en fait l'ensemble des événements qu'il y a avant la cérémonie. Parce qu'on connaît surtout la cérémonie en elle-même, donc du vendredi soir. Il y a tous les à côté aussi. Tous les à côté. Il y a la soirée des producteurs, la remise des prix César et Technique, l'annonce des nominés, les soirées des révélations. Donc tout un type d'événements, un peu plus d'une dizaine d'événements. Et le point d'orgue, bien sûr, c'est la cérémonie. Donc nous réalisons tous les ans en fait les vidéos pour l'Académie. Que l'on d'ailleurs on peut voir directement sur leur site. D'accord. Ce qui permet aux étudiants justement de travailler en situation, mais tout en étant encadrés avec des permanents, des intervenants de l'école, pour pas être lâchés justement comme ça dans l'inconnu au départ, quoi. Mais la preuve que ce partenariat est renouvelé chaque année, ça montre que les étudiants travaillent bien chaque année sur ces événements. Ah bah oui, ça, sinon on ne le ferait plus longtemps, parce qu'effectivement là la mise en situation elle est directe. Elle est directe. Ils sont face aussi à des professionnels. Donc il faut avoir une attitude irréprochable, quoi. Au-delà des compétences techniques, il faut aussi avoir vraiment une attitude irréprochable. Donc d'ailleurs, ça, c'est très important. Le partenariat institutionnel, c'est au cœur de la pédagogie de 3IS. C'est important que ces étudiants soient tout de suite en pratique, ils mettent en pratique les savoirs qu'ils peuvent acquérir à l'Institut. C'est exactement ça. On est connu pour justement nos mises en situation complète à travers les différentes émissions de télévision, les films que l'on peut réaliser à l'école. Mais ça ne remplace pas pour un étudiant le fait de sortir de l'école et d'apprendre à travailler véritablement en situation. Donc c'est vrai qu'on est très friand de tout ce type de partenariat. Manon, Émilie, je reviens vers vous. Racontez-nous chacune comment votre soirée de vendredi s'est déroulée. Émilie. Et du coup, en fait, on avait un travail chacune. D'accord. En fait, on était sur le plateau, c'est un plateau invité, plateau lauréat. C'est-à-dire que dès que les nommés ont enfin leur prix, donc les lauréats viennent sur le plateau de télé et viennent faire une interview. Et donc nous, on a 2 jobs. On a le premier job que Manon a fait, c'est OP Magnéto. D'accord. Qui lance le direct. Et moi, après, j'étais là pour mettre un générique de début, de fin et nettoyer un peu le tout. Et on mettait directement en fait la vidéo sur Facebook, sur la page des Césars. Et pas trop de pression avant la cérémonie. Manon, comment elle s'est préparée justement cette cérémonie des Césars? Alors déjà, on fait quand même une répétition avant pour se comprendre entre le réalisateur et les 2 monteuses. Et même avec les sondiers également, il y avait 2 sondiers de 3IS. Et ensuite, c'est parti, quoi. Dès qu'on entend qui a gagné le César, donc par exemple meilleur son, et là, hop, on se prépare. Tout va très vite après, c'est ça? Oui, ça s'enchaîne quand même. Ça s'enchaîne. Et du coup, là, j'imagine le travail n'est pas terminé. Il y a eu cette cérémonie. Là, ça va se poursuivre. Peut-être du montage, des montages à faire pendant cette semaine encore et pendant les prochaines semaines. Oui, là, en fait, on va avoir, là, sur 2 semaines, on doit faire le making-of des Césars. C'est-à-dire qu'on a toutes des vidéos de la préparation des Césars, le tapis rouge, etc., etc. Et en fait, on doit faire un making-of qui doit durer 10, 15, 20 minutes, ça dépend. Mais on travaille, du coup, toute notre filière montage travaille sur ce making-of. Stéphane Lamy, les prochains événements pour les étudiants de 3IS sur ces partenariats institutionnels? Alors là, on est plutôt en fin de partenariat, parce qu'on vient de terminer la partie César, si ce n'est les dernières étapes dont Émilie et Manon parlaient. On vient de faire les cérémonies on a fait les trophées du film français, on a fait les cérémonies des Lumières, on a fait les lauriers aussi de l'audiovisuel. Là, pour nous, les grands événements, ce sont les courts-métrages, en fait, là, que les étudiants sont partis ce week-end. Donc, on attaque, en fait, la deuxième partie on va dire de l'année scolaire qui correspond pour nous à la mise en production, donc dans les différentes années, dans les différentes filières. Et des journées portes ouvertes qui s'y déroulent ce week-end, le week-end prochain? Absolument, samedi, dès 10h, journée portes ouvertes. Et vous pouvez retrouver bien sûr toutes les informations sur le site internet de 3IS. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous. Manon Dubois, Émilie Fortin, étudiante à 3IS. Et merci à Stéphane Lamy, directeur pédagogique adjoint de l'école. Pour plus d'informations, je rappelle le site internet de 3IS. Pour refermer ce journal, samedi dernier, c'était le coup d'envoi du Printemps des Poètes à Saint-Quentin en Yvelines. Le lancement de ce rendez-vous annuel a eu lieu en plein cœur du marché de Maurepas, une 20e édition placée sous le signe des ardeurs. Aurélie Ronze et Nicolas Dandry. Des poèmes déclamés entre les fruits et les fleurs, une scène quelque peu insolite pour lancer le Printemps des Poètes. Thème retenu cette année, ardeur au pluriel.
Un thème que la poétesse québécoise Nicole Brossard connaît bien. Allons du côté des sanglots, plonger notre ardeur dans les questions et les cerises. Les ardeurs, il en faut toujours, surtout lorsqu'on est en poésie. C'est la motivation, c'est la passion, c'est la fulgurance. Je sais que des poètes écrivent dans le grand calme, dans l'anxiété. Moi, je pense que je suis plutôt du côté de l'ardeur, tout naturellement. C'est donc sous le signe de toutes les ardeurs que se déroulera cette 20e édition. Coordonné par les itinéraires poétiques, le lieu choisi pour le lancement de la manifestation n'était pas anodin. Le thème ardeur est un thème très très général, on va dire très générique. C'est-à-dire qu'on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Vous pouvez parler de l'ardeur au travail. Ces gens qui sont là pendant des journées entières sur des marchés, ils ont intérêt à avoir une sacrée ardeur intérieure et une envie de faire quelque chose de leur vie pour venir sur ce marché. Une quinzaine de comédiens est intervenue sur l'ensemble du marché pour dire des textes et distribuer des cartes postales sur lesquelles avaient été imprimés des poèmes. Je trouve que de faire sortir la poésie en ville pour tout le monde, c'est super. Voilà. Tout le monde peut en profiter et découvrir un petit peu que la poésie, c'est toute la vie et tous les jours. Il y a toujours un poète qui a des choses à vous dire. Aïe! Un poète! Aïe! Un poète! Aïe! Aïe! Un poète! Et jusqu'au 18 mars, une vingtaine de rendez-vous vous attendent sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines dans le cadre de cette 20e édition du Printemps des Poètes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Replay à consulter sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée et excellente semaine à tous.